كتبناش لو تيت، ما كتبنا والو. Allez. Oui, c'est Kamal. Oui, je suis devant mon écran. Là, j'ai lancé la diapo. On voit pas mal. Il y a là le temps que ça démarre. D'accord. Ok. Ok. Au revoir. Ça marche. Alors, je ne sais pas si on le voit, mais je pense que vous voyez ma diapositive de départ. Excusez-moi, je vais faire un petit contrôle pour voir. Alors, j'ai appelé mon sort pour voir si je suis bien. Oui. Tu es en live. Là, je suis en live. Ok, ça marche. Alors, je vais commencer par remercier le groupe Tawassul pour m'avoir invité à vous parler d'un sujet très intéressant qui est la prise en charge chirurgico-prothésique des crêtes atrophiques au maxillaire. Et donc, je remercie le groupe. C'est un honneur pour moi de partager ma petite expérience aux constructions des crêtes atrophiques. Et particulièrement Dr Mansour Kamal, qui a été aux petits soins, qui a été dès le premier en contact avec moi donc pour m'inviter et pour discuter de l'opportunité du sujet qui intéresserait le groupe. Alors, tout de suite, je vais commencer. Donc, le sujet, je vais traiter donc la prise en charge chirurgico-prothétique, comme le nom l'indique, et donc de la part de la prothèse, mais aussi de la chirurgie. Alors, je vais essayer de répondre à 3 questions. La première, c'est de quel défaut osseux on va parler. Quel défaut osseux parle-t-on? On va déjà délimiter le sujet au niveau du maxillaire supérieur. Enfin, comme je l'ai dit hier au niveau de la présentation, le maxillaire supérieur ne ressemble pas du tout à la mandibule au niveau de la prise en charge chirurgicale, mais aussi prothétique. Parce que ce qui est peut-être permis au maxillaire n'est pas permis à la mandibule et vice-versa. Je fais allusion, par exemple, au sinus qui, au lieu que ce soit un obstacle, peut-être une opportunité dans certains cas, surtout dans les cas de présentation complète, et à la mandibule où on peut, malgré une résorption extrême, pratiquer aussi des implants au niveau interforaminal et même mettre un bridge complet vissé sur 4 implants. Donc, il y a une grosse différence entre le maxillaire et la mandibule. Il y a aussi une grosse différence aussi quant à la qualité de l'os, à la forme de résorption en haut et en bas. C'est pas du tout les mêmes aspects. Donc là, je vais les limiter tout de suite au maxillaire supérieur. Deuxième volet auquel je voudrais répondre, c'est quels sont les matériaux à notre disposition. Donc, tous les matériaux, on va faire un petit rappel de ces matériaux-là et les derniers développements en ce qui concerne les matériaux. Et puis, troisième question, quelles sont enfin les techniques d'augmentation des crêtes atrophiques? Alors, tout de suite, on va voir que la situation est différente selon qu'il s'agit d'une édentation unitaire au niveau antérieur ou antérolatéral, et parce que l'esthétique est en jeu. Les édentations partielles, qu'elles soient encastrées au niveau antérieur ou postérieur.
et bien sûr les grandes étendues antérieures, qui soient symétriques ou asymétriques, euh, et qui bien sûr engagent bien sûr l'aspect esthétique. En dernier lieu, on va traiter les crêtes édentées supérieures, donc les crêtes édentées complètes qui sont atrophiques et qui parfois, du point de vue prothétique, posent d'énormes problèmes où il faut, préalablement à la greffe, corriger pas mal de choses comme le plan d'occlusion, la courbe de Spey, l'arcade antagoniste et pas mal d'autres aspects qu'il ne faut pas oublier avant d'entamer les greffes. Alors les aspects radiologiques, généralement quand on voit des crêtes comme ça, on est un petit peu découragé, surtout lorsqu'il s'agit d'édentation complète et même dans les cas unitaires, lorsqu'il s'agit d'une crête très résorbée, aplatie, qui a aussi perdu, bien sûr, au niveau volume, mais au niveau vertical. C'est les crêtes en lame de couteau qui sont vraiment un peu problématiques. Les crêtes sont très affinées ici et qui demandent une augmentation, surtout horizontale, dans la plupart des cas, pour pouvoir mettre les implants, parfois horizontales et verticales. Alors, tous ces aspects-là, on va les voir en détail. Bien sûr, lorsqu'on est au secteur postérieur, la crête peut être amincie, mais en présence d'un défaut vertical très important, et on rencontre aussi l'obstacle sinusien. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour ces crêtes atrophiées dans tous les sens? Bien sûr, je terminerai avec les crêtes complètement résorbées dans le sens vertical et horizontal. C'est un cas d'édentation complète qui demande bien sûr une réhabilitation prothétique et implantaire, et on voit ici qu'on est pratiquement au niveau de l'os basal et même un petit peu négatif au niveau de la partie postérieure et pratiquement rien au niveau antérieur, ici au niveau de l'épine nasale. Qu'est-ce qu'on peut bien sûr pratiquer pour ces cas-là? Alors tout de suite, on va dire quelque chose de très important, c'est qu'il y a une absence d'études permettant de prendre des décisions fondées sur des preuves quant à la méthode d'augmentation indiquée pour un défaut donné. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que personne ne peut vous dire que scientifiquement, pour tel cas, il fallait faire ça et pas ça. Maintenant, tout le monde, il y a beaucoup de propositions, énormément de propositions pour une édentation donnée, pour une forme d'atrophie donnée au niveau du maxillaire. Donc, il n'y a pas, l'unanimité n'est pas atteinte à ce niveau-là. Quand on a une profusion de propositions pour des cas, ça veut dire qu'il n'y a pas unanimité et qu'il y a plusieurs propositions, donc on n'est pas d'accord sur l'ensemble. Quoique, disons, dans la littérature et dans la pratique, la sécurité et l'efficacité sont démontrées pour de nombreuses techniques de reconstruction, que ce soit au niveau des greffes de blocs d'os autologue, l'élévation de sinus, qui est maintenant une technique éprouvée et parfaitement prédictible et avec des taux de succès qui sont très élevés, contrairement aux greffes de blocs, par exemple. La régénération osseuse en un seul ou plusieurs temps, alliant membrane, greffon et ou substitut osseux, et souvent tous les trois éléments en même temps. La séparation expansion osseuse horizontale, qui est une technique aussi qui est bien codifiée maintenant et qui rend bien service. Enfin, et ça c'est disons, c'est le consensus de l'ITI, le Treatment Guide de 2014, l'ostéogenèse par distraction osseuse verticale horizontale, que très peu de gens font. Encore moins l'ostéogenèse avec repositionnement de la mâchoire et greffe, qui s'adresse à des cas bien spécifiques et qui sort un petit peu, si vous voulez, de notre domaine dentaire, qui a bien sûr font appel à une équipe de maxillofacial et dentaire. Donc, je vais plutôt parler des greffes
Les élévations de sinus, j'en parlais à la fin parce que c'est un chapitre qui a pas, et c'est pas, ça a été tenu, ça a été discuté en long, en large par pas mal de conférences. Et si on parle que de l'élévation de sinus, on n'aura pas le temps de développer le reste. Je vais parler des régénérations osseuses et des séparations et expansions osseuses horizontales. Alors, deuxième question, comment quantifier la résorption osseuse au maxillaire? Alors, il y a eu plusieurs classifications, je vais les passer très vite en revue pour m'attarder sur la classification qui nous intéresse. Alors, la première, c'est qui a été préconisée il y a longtemps par Sibert en 83 et qui, de toute façon, c'est ce qu'on fait d'habitude par une évaluation très rapide en clinique. Est-ce qu'il y a eu résorption horizontale, verticale dans la classe 2 ou classe 3 où il y a eu résorption verticale et horizontale. La deuxième type de classification, c'est en fonction du volume osseux. Et là, c'est un peu, disons, précis parce qu'on parle de millimètres ici comme une perte légère, 3 mm, modérée entre 3 et 6 mm, et sévère parce qu'elle est supérieure à 6 mm. Bon, cette classification, elle est un petit peu plus précise, mais elle ne se réfère pas à, si vous voulez, c'est relatif à un volume. Vous pouvez très bien avoir une perte de 3 mm, mais sans que ça affecte le volume global. Vous pouvez toujours implanter sans problème. Même si la perte, par exemple, est supérieure à 6 mm, vous pouvez encore avoir de l'os. Donc, ça n'indique pas, si vous voulez, cette classification n'est pas reliée à la pratique implantaire. Vient ensuite la classification que nous connaissons tous de Kao de Howell qui apprécie la quantité d'os résiduels du point de vue morphologique et qui est en 6 classes. Donc la classe 1 lorsque l'arcade est dentée et puis à fur et à mesure qu'on perd les dents, comme vous voyez ici sur le schéma, jusqu'à arriver à la crête négative. Donc que ce soit à la mandibule comme c'est le schéma ici, ou au maxillaire. Et bien sûr, la classification que nous connaissons tous, de celle de Lecor-Mézard ou de Misch, qui vont quantifier plutôt la densité osseuse. On est en D1, D2, D3 et D4 par ordre, disons, décroissant de la densité osseuse. Tout ça, bon, n'est pas très relatif à l'atrophie osseuse, mais plutôt à la densité. Et bien sûr, j'arrive à la classification qui nous intéresse, celle actuelle qui a été présentée par D.R. Eden en 2010 et qui a un but implantologique, qui va relier les types de défauts à la position implantaire et donc, donc je vais l'expliquer à travers ce schéma-là. En fait, c'est tout simplement par rapport à la crête, par rapport à une crête qui est intacte, la position de l'implant telle qu'il y a un aspect esthétique et morphologique tout à fait normal. Alors, quand il s'agit en fait d'une perte vestibulaire, comme c'est ici 1, on va dire c'est une perte de 1 quart. Quand c'est une perte qui est beaucoup plus importante, et on est pratiquement dans des crêtes en lame de couteau ici, c'est les 2 quarts. Quand c'est en vestibulaire, mais aussi en lingual, dans le cas, en l'occurrence maxillaire, en palatin, 3 quarts, et puis vient les 4 quarts, les défauts en 4 quarts, qui sont les pertes verticales, donc horizontales et verticales, très importantes. Alors, en fonction de ça aussi, cette perte est différente selon qu'il s'agit d'une édentation unitaire. Donc là, pour un défaut de 1 quart, on va appeler ça une déhiscence ou fenestration. Défaut de 2 quarts, c'est un défaut non circonscrit. Et les défauts de 3 quarts en édentation unitaire, c'est un défaut combiné horizontal et vertical. Je pense que vous ne voyez pas la souris. Si, c'est visible. C'est parfait. Donc, je suis toujours au niveau de l'édentation unitaire. Lorsqu'on est en défaut 3 quarts, c'est un défaut à la fois horizontal et vertical. Et lorsqu'on est en 4 quarts, c'est un défaut vertical. Toujours en édentation unitaire. L'édentation étendue,
l'édentement étendu libre, donc encastré. On appelle ça soit des fenestrations multiples, donc quand il y a un quart. Les deux quarts, c'est défaut non circonscrit. Les trois quarts, c'est défaut combiné horizontal et vertical. Et les quatre quarts, c'est toujours un défaut vertical. L'édentation complète, donc soit c'est des fenestrations multiples, donc il y a encore de la crête, ou bien on crête lame de couteau lorsqu'on est en deux quarts, pardon, et le défaut trois quarts, donc on est en crête en lame de couteau avec perte verticale. Lorsqu'on est en quatre quarts, c'est que on est vraiment sur l'os basal et une perte totale de l'os alvéolaire. Donc, sur cette classification, elle me paraît très intéressante parce qu'elle va relier en fait la position implantaire par rapport aux besoins de reconstruction osseuse. Donc, la résorption osseuse, comme elle est classée ici, ne reste pas, si vous voulez, un élément abstrait séparé de l'implant, puisque maintenant on classe la résorption en fonction des nécessités implantologiques. On peut très bien implanter dans un os basal, mais on sait bien sûr que on ne va pas avoir toute la hauteur alvéolaire nécessaire au rétablissement de l'esthétique, par exemple. Alors, je vais me baser sur cette classification pour faire tous les cas d'édentation plus tard. Alors maintenant, je vais aborder les matériaux de reconstruction. Alors, les matériaux de reconstruction sont très nombreux. Donc, on est en quatre catégories pardon, de matériaux de reconstruction. C'est je pense qu'il y a un problème de passage de diapositive. Voilà. Chez vous, un petit peu en retard par rapport à moi. Il y a un petit écran de contrôle. Là, vous êtes soit on est en, voilà, un petit retard. Je suis désolé, je suis en train de me synchroniser par rapport à vous. Voilà. Alors, la première catégorie, en fait, c'est l'os autologue. C'est l'os pris sur le patient lui-même. Il y a une petite synchronisation à faire. Voilà, l'os autologue, donc c'est les autogreffes. L'os autologue pris sur le patient, donc qui est prélevé en intraoral ou bien sur une base externe, c'est-à-dire pariétale ou tibiale, etc. Donc soit intraoral ou extraoral, et qui va être utilisé soit on va dire en morceaux par apposition, c'est les greffes en enlait ou greffes d'apposition ou encore les greffes en 3D, préconisées par exemple par Khoury, ou qu'on va plutôt faire la combinaison entre les plaques osseuses, les greffons en enlait et des particules qu'on aura broyées pour les utiliser dans une reconstitution en 3D. Deuxième catégorie, c'est les allogreffes, et donc c'est soit des particules ou des morceaux d'os corticales ou spongieuses ou corticospongieuses qui sont prises sur donneurs vivants ou cadavres et qui vont être traités pour pouvoir être utilisés en greffe. Donc, je les utilise depuis un certain moment maintenant, depuis de nombreuses années, et je suis très satisfait par leur utilisation et pour leur aspect et le résultat que j'obtiens avec. D'ailleurs, on va le voir sur certains cas cliniques où je vais expliquer ça. Et une bonne nouvelle, c'est que maintenant, on dispose d'une marque ou deux au Maroc qui sont, si vous voulez, certifiées par le ministère de la Santé. Et qui, bien sûr, c'est un élément qui est très important pour les utilisateurs parce que ça nous protège par rapport à certains problèmes juridiques qui peuvent éventuellement surgir ou par rapport aux demandes de patients exigeants. Là, on travaille dans la sécurité.
Et bien sûr, il y a bien sûr les xénogreffes qui sont soit en bloc, comme les pains de sucre que vous voyez ici. Enfin, je ne sais pas si vous voyez encore. Toujours un petit décalage entre moi et vous. Et attendez, je vais utiliser. Pardon. Voilà, donc soit qui sont conditionnés sous forme de blocs spongieux, on va dire en petits pains de sucre comme ça, à utiliser dans le greffe, ou bien en particules, comme c'est le cas du bio-os, donc ils sont d'origine généralement bovine, ils peuvent être d'origine équine. Mais là, donc, le chef de file que tout le monde connaît, d'ailleurs, certains confrères parlent toujours de bio-os, même quand ils parlent de matériaux alloplastiques comme le bêta-TCP ou l'hydroxyapatite, qui n'ont rien à voir avec le bio-os, c'est un matériau qui est d'origine bovine. Troisième catégorie, c'est bien sûr les matériaux alloplastiques qui sont synthétiques. Soit c'est du bêta-TCP, l'hydroxyapatite, mélange des deux, sous différentes formes galéniques qui sont soit en poudre généralement, en petites particules, ou bien sous forme d'éponge dans une matrice collagénique, qui sont très très pratiques d'ailleurs dans cette forme galénique, qui sont très pratiques à mettre en œuvre et à manipuler, et qui ont souvent besoin d'être contenus par une membrane. Donc, l'utilisation de membrane est souvent associée à ces matériaux-là, qui soient le xénogreffe ou bien les greffes alloplastiques. Alors, au niveau de l'évaluation, si vous voulez, des avantages et des inconvénients de chacun de ces matériaux, il y a l'os autogène qui reste le matériau de choix parce qu'il est ostéoconducteur, ostéoinducteur, et qui a des capacités d'ostéogenèse parfois, pas tout le temps, comme diraient certains auteurs. Il est revascularisé et consolidé très rapidement en bouche. Bien sûr, il est biocompatible. On peut lui reprocher d'être en quantité limitée en intraoral, quoique ces dernières années, on a un petit peu pu lever cet obstacle puisqu'on n'utilise plus les blocs tels quels, on les utilise plutôt en slice, c'est-à-dire sous forme de membrane qu'on va découper, avoir si vous voulez, des morceaux d'os, des lamelles d'os qui vont contenir un broyat d'os mélangé ou non de l'os, si vous voulez, xénogène. Le deuxième inconvénient, c'est que ça nécessite 2 sites opératoires. Et bien sûr, on peut avoir des complications liées au site du donneur, des lésions anatomiques, des structures anatomiques. Et souvent, c'est au niveau du montant qu'on a le plus de problèmes. Bien sûr, c'est réservé à des praticiens qui sont entraînés à le faire. Et on a comme dernier inconvénient la résorption qui peut être imprévisible au niveau de la greffe ou qui peut être plus ou moins importante selon certaines études. Deuxième catégorie, c'est les allogreffes. Donc, je vous en ai parlé un petit peu. C'est les quantités qui sont illimitées parce que les donneurs, c'est prélevé généralement sur la tête de fémur de donneurs vivants et qui vont être travaillés, bien sûr, pour être neutralisés. C'est des surfaces poreuses facilitant l'ostéoconduction. Ils ne peuvent pas être, à part l'os autogène, aucun élément n'est ostéo-inducteur. Personne n'a encore démontré l'ostéo-induction d'aucun autre matériau. Donc, on va plutôt parler d'ostéoconduction pour tous les autres matériaux. Donc, facile à préserver. Donc, il est conditionné en sachet comme ça. Donc, il y a une date de péremption. Généralement, vous pouvez le garder en stock sans problème. C'est un seul site chirurgical, donc on n'a pas besoin d'ouvrir un autre site chirurgical. Et la résorption
Il y a une résorption complète et donc après régénération de nouvel os, donc l'os du patient. Les blocs sont de taille et de forme standardisée, donc on doit un petit peu les travailler. Et il peut être aussi, ce qui n'est pas ici dit dans ce texte, en particules, sont particulièrement intéressantes à utiliser aussi en régénération osseuse ou pour compléter une greffe de bloc. Les risques infectieux sont minimes, les risques immunitaires aussi, et les propriétés mécaniques sont variables en fonction de l'origine et du traitement du matériau. J'arrive au troisième volet, c'est les xénogreffes que vous connaissez tous, et les quantités aussi donc sont issues, sont généralement d'origine bovine ou équine. La quantité il est illimitée. Vous pouvez avoir un stock chez vous dans un tiroir sans problème. Structure poreuse favorable à l'ostéoconduction et conservable. Bien sûr, un seul site opératoire. Là, même si l'image ici que vous avez en petit pain de sucre, ce que moi maintenant, après, je vais vous expliquer qu'il ne faut pas utiliser cette forme, qui, même si les commerciaux viennent vous dire c'est en bloc, etc., vous pouvez faire. Donc, en apposition, mais c'est avec des résultats très, très inconstants et imprévisibles. Par contre, la forme en particules, donc je cite le BIOS comme exemple, c'est le matériau, si vous voulez, le standard maintenant, et ils sont vraiment très intéressants, surtout lorsqu'on les utilise en conjonction ou en mélange avec de l'os autogène pour certaines formes de reconstitution, même verticale, donc en 3D, soit avec membrane résorbable, non résorbable, pardon, et ou en coffrage avec de l'os autologue. Les inconvénients, bon, sont maîtrisés, c'est les risques minimes de transmission d'agents pathogènes, et une résorption qui n'est pas totale, n'est jamais totale, surtout pour l'os, le bios par exemple, et il y a un risque minime de réaction immunitaire. On arrive aux dernière catégorie, c'est les greffes alloplastiques. C'est en fait les matériaux synthétiques qui sont aussi en quantité illimitée. Un seul site opérateur, bien sûr, pas de risque de transmission d'agents pathogènes, c'est complètement synthétique, pas de risque immunitaire, ostéoconduction comme tout le reste et biodégradable. Ils ont la faculté de se résorber beaucoup plus que, bien sûr, le bios d'origine bovine. Alors, les inconvénients, bon, il y a différents matériaux, différentes formes galéniques, etc. Et leur biodégradabilité est variable en fonction de la composition. Propriétés mécaniques, on va dire, très faibles, des blocs alloplastiques. Donc, j'ai pas une grande expérience dans les blocs alloplastiques, mais je pense qu'en fonction de ce que je vais vous expliquer, il vaut mieux les utiliser en forme de particules. Alors, en conclusion, par rapport à ce petit chapitre qui, bien sûr, si on le développe, on aurait besoin d'une journée, c'est que l'os autologue est l'os, donc le gold standard. C'est le matériau de choix dans la plupart des situations cliniques et il est ostéogénique, ostéoinducteur, ostéoconducteur, biocompatible. Et donc, je vais expliquer, lorsque je vais parler de cet os-là, les autres caractéristiques. Alors, les sites maintenant de prélèvement pour cet os-là, l'os autologue, c'est la tuberosité maxillaire. Bien sûr, on va tout de suite dire que c'est un os de type 4 en quantité très limitée. Ou, bien sûr, le site de choix en intrabuccal, c'est la symphyse mentonnière. Ou, excusez-moi, c'est le ramus. Le deuxième site, c'est la symphyse mentonnière, qui est un site qui est abandonné. On peut avoir de gros morceaux d'os de long de 4 cm, corticospongieux, si le site donneur est généreux, mais qui est associé à une grande morbidité. Généralement, on a, disons, des sensations parcheminées qui restent très longtemps chez le patient, des paresthésies qui peuvent être plus ou moins durables dans le temps et qu'on abandonne maintenant allègrement au profit du site ramique ou de la ligne oblique externe,
qui est un peu plus corticalisé, mais qu'on peut avoir de l'os spongieux associé en fonction de la morphologie des patients. Les sites extrabuccaux sont l'os iliaque, donc on connaît un petit peu ses inconvénients, et l'os pariétal qui est abandonné et même interdit maintenant en France, donc on l'utilise plus. Surtout que maintenant, avec les techniques qui se sont développées de greffe en 3D, on peut très bien reconstituer de grandes quantités d'os verticalement et horizontalement sans avoir recours à des sites donneurs externes. Alors, je reviens au site de prédilection de prélèvement au niveau intrabuccal. C'est le site, donc soit la ligne oblique interne ou bien le ramus. Donc là, on peut prélever de grandes quantités d'os qui peuvent aller jusqu'à 4 cm, on peut prélever des deux côtés en même temps. Ça fait 2 sites donneurs pour les cas d'édentation complète, comme on va le voir à la fin de cette présentation, et qui peuvent être soit utilisés en tant que tels, comme ça, en bloc, ou encore en lamelles dans un contexte de reconstitution 3D comme tel qu'il a été préconisé par Rowley, ou encore en le broyant comme ça pour avoir des particules dans les reconstitutions verticales associées bien sûr à du bio-os, une membrane non résorbable dans la reconstitution verticale mandibulaire au maxillaire. Donc, il a un intérêt stratégique aussi parce que il est en intrabuccal, il est près du site receveur. Et comme le cas ici, comme vous le voyez ici sur ce cas-là, le site est tout près du site receveur. Donc, et ça, c'est l'intérêt. Donc, si jamais vous avez une reconstruction unilatérale, vous prélevez du même côté. Comme ça, le patient, comme c'est le cas ici, le prélèvement s'est fait ici dans la ligne oblique externe et le site receveur est tout de suite à côté. Donc, ça fait un seul côté pour le patient et donc il peut toujours utiliser l'autre côté pour la mastication pendant la phase de cicatrisation de 2 ou 3 semaines au niveau de la fibromuqueuse. Alors, le site donneur, bien sûr, si vous voulez avoir ce site, il faut l'examiner au préalable avant de dire que vous allez le faire parce que vous pouvez très bien avoir une mauvaise surprise. Donc, ça nécessite un examen 3D, donc un CBCT à ce niveau-là pour voir si vous avez suffisamment de hauteur et d'épaisseur et bien sûr par rapport à la proximité en nerf alvéolaire inférieur qui n'est pas très loin. Donc, vous quantifiez un petit peu si vous voulez la quantité que vous voulez. Donc, en fonction de cette quantité, on va savoir si le patient peut nous donner de l'os ou pas en fonction de la greffe qu'on va lui faire. La même chose, je dirais, pour la partie symphysaire, mentonnière. Et là aussi, vous voyez que j'ai mis 3 exemples exprès pour montrer que ça peut être plus ou moins corticalisé, plus ou moins épais, plus ou moins, disons, on peut avoir de l'épaisseur. C'est toujours inférieur, disons, en dessous des apex des incisives, ou bien ce cas-là où vraiment vous ne pouvez absolument pas prélever quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc, il y a des variétés anatomiques où il faut faire très attention. Une téléradiographie permet déjà de voir à peu près, mais maintenant, avec le cône BIM qui est disponible, on peut très bien savoir avant de se prononcer sur la planification de traitement, avant de discuter avec le patient d'une éventuelle greffe. Alors, les sites de reconstruction ou sites receveurs, bien, c'est les sites qui vont recevoir ces greffes-là, que ce soit les autogreffes, les allos ou bien alloplastiques ou quelle qu'elle soit leur origine. Et doivent être en adéquation par rapport au volume en surface avec les prélèvements des sites donneurs. Donc, on doit avoir un examen préalable de ces sites-là pour dire la quantité et bien sûr le volume et les dimensions qui sont requises au niveau des sites donneurs. Ça, c'est un site au niveau antérieur où il y a 2 petits blocs prélevés au niveau du menton. Là aussi, même chose, mais prélevés au niveau du ramique. Et là, de grosses quantités de blocs d'os prélevés
bilatéralement, et donc là, au niveau d'un site d'honneur, au niveau d'une crête maxillaire. On va voir ce type de cas à la fin. Alors, on a déjà vu cette diapo. Maintenant, je vais aborder le troisième volet, c'est-à-dire la partie technique, c'est-à-dire quelle est la technique chirurgicale pour tel ou tel type de défaut osseux. Alors, je reviens à ma classification que je vais adopter pour vous expliquer tous ces cas cliniques. Donc, je vais commencer d'abord par les dentations unitaires. Après, je vais voir les dentations encastrées et je vais terminer par les dentations complètes. Pour les dentations unitaires, voilà, le défaut le plus commun, c'est le défaut 1/4, c'est-à-dire vous avez une perte de distance circonscrite bordée par des parois osseuses des dents adjacentes. C'est le défaut qui est le plus fréquent, qui va intéresser le maximum d'auditeurs maintenant. Je vais donc le développer un petit peu plus que le reste. Et donc, la technique privilégiée, c'est la régénération osseuse au moment de la pose des implants. Donc, que ce soit dans le cas d'une extraction implantation immédiate, ou qui est souvent le cas, ou bien dans le cas d'une crête déjà cicatrisée. Donc, on peut faire la régénération en plusieurs temps avec aussi d'autres techniques, c'est les greffes de blocs simultanées ou non, en plusieurs temps. On va commencer par ce petit cas clinique. Donc, ça, c'est une jeune fille qui vient avec une fistule, donc sur une couronne déjà existante. Non, c'est sa propre dent, pardon. Sa propre dent qui a bien sûr, la dent est devenue très mobile, elle devait être extraite. Voilà, donc après extraction, je suis un adepte inconditionnel, on va dire, entre parenthèses, jusqu'à 90% des cas que je fais d'extraction peuvent être implantés, à mon avis, immédiatement. Et d'ailleurs, je défends la thèse selon laquelle il faut immédiatement implanter après une extraction. Parce qu'on potentialise la cicatrisation et on a énormément de possibilités de reconstruction avec une extraction implantation immédiate, contrairement à ce qu'on peut laisser, même dans des cas qui paraissent vraiment très désespérés, on peut toujours implanter et reconstituer avec tous les avantages qu'on peut avoir. Alors là, c'est l'extraction avec un défaut, ce qui est relativement important. Donc, je souligne le fait qu'il faut toujours poser l'implant selon les conditions de pose requises dans les 3 dimensions de l'espace et surtout ne pas approfondir l'implant. Si vous approfondissez l'implant, vous aurez des problèmes. Donc, c'est l'os qui doit être ramené au contact de l'implant. L'implant doit être posé à 3 mm par rapport à la jonction émail-sément, comme vous le voyez ici. Et donc, on doit reconstituer l'os autour de cet implant. Alors, tout ça, ce petit élément que vous avez vu, c'est tout simplement l'os qui est prélevé au niveau apical par un trépan. Je vais expliquer un peu la technique du trépan, très intéressante. Et bien sûr, c'est pas suffisant dans ce cas-là. Donc, des particules de bêta-TCT d'oxyapatite ont été posées ici. Et bien sûr, pour circonscrire le cas, il faut mettre généralement une membrane collagène dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, et de préférence, bien sûr, fermer le site dessus. Laisser cicatriser tranquillement. Dans ce cas-là, se pose la question de la temporisation. Donc, pour cette jeune fille, comme elle avait déjà une dent qui était taillée juste à côté, on en profite pour mettre un bridge provisoire longue durée en cantilever, même s'il peut être un petit peu fragile dans le temps, et on attend tranquillement la cicatrisation fibromuqueuse, mais bien sûr osseuse. Donc, le temps de cicatrisation ici est très important et je vais en parler un peu parce que dans la littérature, on va vous dire 4 mois, 6 mois, 9 mois en fonction des défauts osseux. Généralement, si vous avez mis de l'os autogène autour de votre implant, vous pouvez écourter un petit peu le temps de cicatrisation à 4 mois. Donc ça, après
Donc, le deuxième temps, mise en place d'une provisoire. Et donc là, c'est le cas fini avec une reconstitution pratiquement ad intégrante de la partie vestibulaire. C'est un cas relativement, disons, simple, puisqu'il s'agit de un quart. C'est des fois un quart, c'est-à-dire une fenestration vestibulaire. Le contrôle radio avant et après, donc conservation de la hauteur osseuse chez cette jeune patiente. Alors, je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer assez rapidement. C'est en fait l'utilisation de deux procédés. Donc, le premier, c'est le forage sans irrigation. Je vais peut-être heurter beaucoup de gens en disant ça, mais tous mes cas sont faits sans irrigation. Donc, c'est un forage qui est très bénéfique, qui préserve l'os. Donc, c'est la technique zéro perte osseuse pour le patient. On utilise donc pour ça un torque, un torque très élevé, c'est-à-dire le maximum de torque que vous avez sur votre moteur. Généralement, c'est 50 newtons-centimètres, et puis une vitesse très faible de rotation, donc entre 70-80 tours minute. Et il faut bien sûr des instruments qui doivent être neufs, aiguisés, parce que on va fraiser de l'os. L'avantage, c'est que vous allez sortir de l'os qui est saignant. Vous n'allez jamais chauffer parce que vous allez très lentement. Vous n'allez jamais chauffer et vous allez recueillir beaucoup d'os. Donc ça, si jamais par chance vous avez plusieurs implants à faire, vous imaginez un petit peu la quantité d'os que vous allez recueillir rien qu'avec le fraisage du site donneur. Donc, ça peut faire un chapitre à part au niveau d'un autre webinaire, mais je vais vous dire, c'est comme ça que je travaille tout le temps et c'est comme ça que je fais dans mes formations. Tous ceux qui ont fait les formations avec moi, je leur montre, c'est bien sûr la formation avec le forage avec irrigation, bien sûr, parce que ça peut être utile, ou bien le forage sans irrigation, et c'est, à mon sens, ça doit être la règle. Surtout que maintenant, on utilise les guides chirurgicaux, totaux ou partiels, et on sait très bien que les guides chirurgicaux, sauf pour certains guides comme le guide, le Twin Guide de Shimohi, qui permet une irrigation intégrale lors du forage, les autres guides qui sont complètement confinés ne permettent pas cette irrigation. Et donc, si vous utilisez cette technique de forage sans irrigation, ça vous rendra service. Vous allez recueillir beaucoup d'os. Et donc, les régénérations d'osseuses, comme vous allez le voir, je vais vous le montrer, elle a des utilisations qui sont infinies. Deuxième volet, c'est l'utilisation de trépans. Alors, les trépans, vous avez besoin généralement de deux trépans, un trépan numéro 3, un trépan numéro 4. Le numéro 5, c'est rare qu'on puisse l'utiliser, sauf pour des prélèvements qu'on va broyer par la suite. Mais sur les deux trépans, le 3 et le 4, vous permettent d'avoir des carottes d'os que vous allez utiliser. Je vais vous montrer un petit exemple très simple. Voilà un cas d'extraction de prémolaire avec une fenestration très importante au niveau vestibulaire qui correspond à la racine. Je me rappelle plus si c'était un cas de racine ou d'implant en échec, mais bon, il y a un défaut osseux. Bien sûr, on va poser l'implant, c'est-à-dire au niveau de cette prémolaire au milieu, mais au préalable, on a déjà prélevé une carotte d'os. Vous voyez la carotte qui fait pratiquement 10 mm, qu'on va poser en vestibulaire du défaut osseux. Et bien sûr, le patient sort avec son implant, bien sûr, posé au niveau du site d'extraction, mais aussi avec une greffe, une mini-greffe. Elle est bien circonscrite, le lambeau est tout de suite mis dessus, on a besoin de rien. C'est-à-dire que le patient, il est parti avec zéro, donc avec les petites particules qu'on a prélevées, on va combler ces espaces-là, et le patient part sans avoir eu le moindre perte d'os, donc zéro perte d'os. Donc je reviens donc, pour expliquer
les cas où on a beaucoup plus de pertes, donc on a une perte de 2 cas, on est toujours en édentation unitaire, ou le défaut horizontal non circonscrit nécessitant une augmentation en dehors de l'enveloppe osseuse existante. Donc la technique, c'est la ROG en plusieurs temps, mais on peut avoir besoin de greffe d'os en plusieurs temps aussi. Donc greffe d'os, et ça c'est en 2 temps général. J'explique à travers ce cas-là, c'est un défaut qui est sur cette jeune patiente, un défaut après extraction, on n'a plus de paroi osseuse, on est vraiment pratiquement aux 2/3 de la hauteur de l'implant. Donc, comme je l'ai bien précisé, votre implant doit être posé selon les règles et vous allez reconstituer la partie manquante. Donc, cette partie manquante, c'est les deux, on va dire les 2 quarts de la hauteur. On est donc dans cette classification de 2 quarts. Et matériaux de comblement. Donc là, c'est en l'occurrence, c'était le bêta-TCP et l'utilisation d'une membrane. Alors, l'utilisation de membrane, elle est obligatoire dans ces cas-là parce que ça va circonscrire le matériau. Le matériau va être, parce que sinon, ce type de matériau, il va aller dans tous les sens. Vous allez trouver des particules qui vont se promener en haut, à droite et à gauche. Donc, il faut absolument mettre la membrane pour pouvoir circonscrire le matériau et limiter son déplacement. Alors, vous pouvez utiliser, comme le montre la diapositive, des sutures périostées. Donc, c'est obligatoirement avec des fils résorbables que vous mettez ici. Et donc, c'est une suture qu'on va au niveau du périoste, partir en palatin, aller vers le périoste, ressortir en palatin pour pouvoir plaquer la membrane et le matériau contre, donc dans ce cas-là, c'est la suture en mésiale et en distale pour plaquer le matériau et limiter son déplacement dans tous les sens. Fermeture hermétique, bien sûr. Ça, c'est une membrane, je pense, de collagène, je ne me rappelle plus de l'origine. Et là, ça peut être associé, comme c'est le cas ici, comme vous voyez tout de suite le frein, et vous allez tout de suite poser la question, et le frein. Le frein, il faut tout de suite, bien sûr, faire une frénectomie associée tout de suite pour que ce frein-là ne tire pas sur les sutures et ouvre la plaie. Donc là, on attend la cicatrisation et c'est une cicatrisation d'environ 6 mois. Donc c'est un peu lent. Entre-temps, on met un bridge provisoire. Alors ici, la cicatrisation qui s'est très mal passée chez cette patiente, là, qui habitait très loin, qui est particulièrement indisciplinée. Là, ça me permet de vous parler d'une caractéristique de certaines membranes résorbables, et de la temporisation. Temporisation ici faite avec un bridge collé. Vous voyez, bon, un mauvais contrôle de plaque. Mais faites attention à ce que quand le bridge collé, vous le mettez, que le patient ne parte pas trop longtemps. Même si les fils sont résorbables, dans ce cas-là, vous voyez bien que ça a pris plusieurs semaines. Je l'ai perdu de vue, il est réapparu après peut-être 3 ou 4 semaines avec une ouverture de la... J'ai enlevé les fils de suture et le bridge collé. Et donc là, c'est la membrane qui est exposée ici. Donc, cette exposition de membrane n'est pas trop grave dans le cas des membranes résorbables. Si vous avez une membrane non résorbable qui est exposée comme ça, il faut tout de suite se dépêcher de l'enlever, de peur d'avoir une perte de substances beaucoup plus importante. Ici, on a laissé tout simplement avec l'hygiène. Donc, je reviens au bridge collé, j'avais commencé, mais j'ai pas terminé mon propos. Le bridge collé ici, il faut pas respecter la symétrie, ce que j'ai dû faire ici, mais bon, je pensais voir la patiente très rapidement. Ici, il faut prévoir l'espace pour l'œdème. Donc, quand il y a un œdème, l'œdème fait que les tissus gonflent et quand il trouve un bord tranchant et même un petit peu arrondi, bien sûr qui est constant ici, qui est solide, ça finit par ouvrir la gencive. C'est ce qui s'est passé pour cette patiente. Donc, première conclusion, si vous mettez quelque chose de fixe, vous enlevez de la hauteur pour laisser la place à l'œdème pendant la première et la deuxième semaine, surtout la première semaine.
Et après, vous pouvez rétablir un petit peu, après cicatrisation, rétablir, si vous voulez, la symétrie si les patients sont très exigeants à ce niveau-là. Deuxième conclusion par rapport à ce que vous voyez, c'est que les membranes non résorbables, pardon, ici, quand ça vous arrive, pas trop de panique, vous laissez un petit peu cette cicatrice se refermer toute seule. Prescrivez une brosse chirurgicale avec de la chlorhexidine et un brossage minutieux à ce niveau-là. Donc, on a ce type de fermeture gingivale. Donc, ça, le cas avant et après. Donc, on a gagné de l'épaisseur et un petit peu de hauteur. Même si je vais vous montrer au niveau de la cicatrisation des particules, c'est différent. Alors, regardez encore ce cas-là qui est très intéressant. C'est un cas d'extraction avec perte vestibulaire très importante. Perte vestibulaire très importante de l'os. On a toujours les septums osseux vestibulaires linguales. Et au niveau, après l'extraction, au cours de l'extraction, il y a eu la perte vestibulaire. Regardez l'implant, on est pratiquement aux 2/3, 2/4, on va dire, de la hauteur. Donc toujours, retenez bien ça, l'implant doit être posé en fonction de la critère de positionnement 3D des implants. Donc à 3 mm de la jonction émail-sémoïde, il ne faut pas l'approfondir. Donc je répète, il faut ramener l'os au contact de l'implant. Ici, c'est l'os prélevé par trépont. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut utiliser les trépons. Et l'os qui a été repris sur la racine après extraction, posé en vestibulaire, et un matériau, c'est un matériau d'origine, des particules d'origine humaine. Et là, c'est un excellent matériau. J'ai découvert qu'il a de très bonnes caractéristiques parce que c'est un matériau que dès que vous le posez en place, il reste en place, il bouge pas. Donc, j'utilise pratiquement pas de membrane avec ce matériau-là. Et il coagule, donc il est pris dans le coagulum et il reste circonscrit. Bon, dans ces cas-là, je préconise toujours une fermeture étanche parce que je veux bien sûr optimiser la cicatrisation et pouvoir éventuellement agir si jamais j'ai besoin de reconstituer la partie gingivale. Vous voyez la cicatrisation avant, donc le jour de la pose, et après. Donc l'alvéole a complètement disparu autour, et donc on voit du matériau, tout même un petit peu verticalement, ce qui va être, si vous voulez, confirmé lors de la réentrée. Vous voyez avant et après, on a une reconstitution qui est magnifique au niveau vestibulaire, mais aussi même verticalement. Et si je vais vous faire une petite comparaison avec le cas que vous venez de voir à l'instant avec le bêta-TCP, matériau alloplastique, vous voyez que la réentrée ici, comme vous voyez, c'est quelque chose qui se confond parfaitement avec l'os de la patiente. Et la régénération a été magnifique. Vous voyez qu'il n'y a aucune particule qui adhère à la muqueuse, contrairement à ce cas-là, bien sûr, où il y a eu des particules. C'est pas du tout homogène. Il y a eu même une membrane, bien sûr, la membrane qui s'est un petit peu résorbée. Et on voit que l'os synthétique, la régénération ne s'est pas faite parfaitement autour de ce cas-là. Et ça vous le trouverez tous. Donc, vous avez surtout ceux qui ont de l'expérience, ont déjà utilisé ces matériaux. Ces matériaux, lorsqu'ils ne sont pas isolés de manière, disons, longue, ils restent accrochés à la muqueuse. Et donc, on perd un petit peu de la hauteur. Donc, pour moi, déjà, une première conclusion, cet os-là d'origine humaine, et là, il a d'excellentes caractéristiques, disons, galéniques en fait, disons, je vais dire un mot rhéologique, puisqu'il permet d'être mis en place et il se combine parfaitement plutôt à l'os plutôt qu'à la fibromuqueuse, ce qui n'est pas le cas des matériaux alloplastiques comme je le montre sur ce cas. Et sur le troisième
Troisième technique que je vais expliquer, c'est les greffes de bloc. Ou bien, là, on est dans un cas de perte verticale et horizontale très importante au niveau de cette incisive. On a espacé un petit peu ouvert l'espace pour cette façon. On voit sur la coupe axiale la perte osseuse qui est très importante, qu'on ne peut pas, si vous voulez, expanser ni utiliser de la régénération osseuse comme vous venez de le voir, parce que la perte étant très importante. Dans ce cas-là, on a besoin d'un petit greffon de bloc qu'on va prélever. Là, c'est un cas très ancien, on prélève au niveau mentonnier, mais bon, c'est un petit bloc qui ne va pas entraîner une grosse morbidité au niveau du site donneur et qui va être bien sûr posé in situ, dans le site receveur, avec une petite reconstitution verticale en 3D ici. C'est un cas très ancien maintenant que j'ai fait il y a peut-être une quinzaine d'années. Vous voyez la fenestration au niveau de la latérale. Et à l'époque, on n'avait pas tellement, si vous voulez, ce souci de reconstituer même les alentours. Alors que maintenant, je sais qu'il faudrait combler tous ces espaces-là pour avoir une harmonisation, si vous voulez, au niveau de la partie vestibulaire et verticale. Même dans ce cas-là, vous voyez avant et après, une bonne reconstruction verticale et horizontale. La pose, au moment de la pose des implants, il y a toujours un petit clivage du greffon. Donc, il y a une fente du greffon, comme vous voyez. Et maintenant, il est complètement confondu avec le reste. Donc, vous voyez même que la partie vestibulaire de la déhiscence latérale a disparu. Et le critère de succès, c'est que vous voyez que le greffon est parfaitement vascularisé, il est saignant. Ça veut dire qu'il est parfaitement intégré. Même s'il se clive un petit peu ici, vous en profitez au cours du deuxième temps ou du temps implantaire, qui va être 5 mois après la mise en place de la greffe. L'implant est donc, vous en profitez pour faire une deuxième régénération, si vous voulez. Donc, vous mettez des matériaux, une membrane pour donner un peu plus de gain. Ça n'a pas été fait pour ce cas-là, mais bon, c'est avec l'expérience, on le sait. Ici, bon, une asymétrie verticale j'aurais pu gérer donc par apport de tissu conjonctif. Ici, là, on aurait pu avoir une symétrie parfaite au niveau vertical, même si la patiente est contente. Au niveau de l'édentation partielle, c'est à peu près le même topo. Donc, que ce soit le 1 quart ou les 2 quarts. Donc, quand il y a un défaut horizontal, on fait de la régénération osseuse en plusieurs temps, ou bien des greffes de bloc. C'est ce qu'on va voir dans ces cas-là. Lorsque vous avez une perte de 2 quarts, donc vous avez moins de 4 mm, donc c'est un greffe de bloc osseux en plusieurs temps que vous devez faire. J'ai expliqué ces propos-là. Donc là, on voit lorsqu'on a une crête qui est mince, moins de 4 mm ici, et on préconise la mise en place d'un greffon et bien sûr l'implant qui vient après. Parce que sinon, vous faites un clivage de crête, donc ce qu'on appelle un split de crête, pour poser votre implant. Alors, premier cas, ça c'est un cas d'un jeune homme, 24 ans, qui fait ses études à l'étranger et qui, bien sûr, il a perdu les 2 centrales en cours de sport, d'une séance de sport. Il faisait de la boxe, donc il a perdu les 2 centrales. Donc là, on a une grosse perte vestibulaire très importante. Et on est en présence d'une crête qui est un petit peu supérieure à 4 mm. On va expliquer un peu les critères, puisque je vais faire de l'expansion dans ce cas-là. Vous avez une corticale, 2 corticales et bien sûr de l'os spongeux. Pour faire une expansion verticale, dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait au moins 4 mm et qu'il y ait de l'os spongieux. Si jamais vous avez une crête qui est très aplatie ou très peu de spongieux, c'est un mauvais candidat, bien sûr, à l'expansion. Il ne faut pas le faire parce que vous aurez une perte osseuse. Dans ce cas-là, il faut faire une greffe de bloc, comme vous venez de le voir dans le cas de la centrale. Alors, ce cas-là, voilà l'étude scanner dans son cas. On est très incliné avec
une perte très importante au niveau horizontal. Donc, la crête, elle est aplatie en lame de couteau par endroit. Donc, dans ce cas-là, il faut faire un lambeau. Donc, je sais qu'il y a des auteurs qui préconisent ce type d'intervention sans lambeau parce qu'ils disent que la présence du périos va garantir une meilleure cicatrisation. Moi, je suis très dubitatif et j'ouvre toujours. J'ouvre toujours parce que, comme vous voyez, quand vous allez commencer à faire, on commence toujours par là c'est un cas d'expansion et de reconstruction. On commence par la mise en place de guides de forage. Ça, c'est la première centrale. Vous avez la crête qui est vraiment très mince. Et donc, à partir du moment que vous passez le premier forêt pilote de 2 mm, ça y est, vous arrêtez le forage. Là, c'est l'indication de la direction. Passage du premier forêt, et donc vous allez passer les expanseurs. Ça, c'est des expanseurs. Une petite parenthèse, hein. Par rapport aux expanseurs, les expanseurs sont des vis sans fin qui sont par ordre croissant, qui vont, disons, exploiter les caractéristiques de l'os, la plasticité de l'os. L'os est un matériau qui est plastique. Donc, quand on met un expanseur dans l'os, il va prendre plusieurs minutes pour prendre une deuxième configuration. C'est-à-dire qu'on va déplacer tout simplement les deux crêtes, on va les éloigner, la crête vestibulaire de la crête palatine, par passage croissant de ces expanseurs. Alors, ce que je trouve aberrant, si vous voulez, dans les trousses, dans toutes les trousses d'expanseurs, c'est qu'il y a de gros diamètres. En fait, il y a, pour l'expansion, pardon, je reviens à ma diapo, l'expansion, ça veut dire qu'on est déjà dans une crête mince. Si vous passez de gros expanseurs, je pense que c'est une aberration parce que on expanse généralement pour poser un implant de diamètre standard et un diamètre de 4 mm et pas plus parce que plus vous avez de gros diamètres et moins vous avez de tissu. Donc, plus il y a de titane et moins on a de tissus vascularisés osseux. Donc, c'est une aberration, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je reviens à la technique. Donc, on expanse alternativement le temps que ce site se dilate, on dilate le second jusqu'à arriver au diamètre souhaité de l'implant. Donc, dans ce cas-là, c'est un diamètre standard de 3,6 et donc on arrive à une expansion de 3,4 et on arrête l'expansion pour mettre en place l'implant. Donc, premier implant est posé, le deuxième implant. Et donc, vous voyez, généralement, quand vous posez les implants, il y a un éclatement. Il y a un éclatement de la crête. Ça, c'est pas grave, du moment qu'elle reste pédiculée. Donc, ça s'apparente il y a des techniques pour stabiliser ces crêtes, pardon, cette table vestibulaire. Et si vous avez ça, vous replaquez l'os sur l'implant et vous renforcez l'ensemble avec un matériau, donc soit du bio-os ou bien du bêta-TCP pour reconstituer d'ailleurs les différentes anfractuosités et les concavités autour de cet os-là. Donc là, pour les utilisateurs de PRF, c'est excellent. Donc vous mettez la PRF et une membrane, bien sûr, pour circonscrire tout ça. Donc les sutures pour plaquer la membrane, donc ça c'est des sutures au milieu. Vous pouvez rajouter des sutures en distal et en distal de part et d'autre. Sinon, comme l'explique bien sûr, vous pouvez mettre surtout les pins pour qui garantit en fait la stabilité de votre greffon et bien sûr le résultat que vous aurez, c'est en fait la stabilité que vous allez donner à votre membrane. Il ne s'agit pas de mettre la membrane et de refermer dessus comme ça, tout simplement. Il faut la stabiliser d'une manière ou d'une autre. La meilleure manière, c'est d'utiliser les pins lorsque vous êtes avec des défauts très importants qui vont plaquer la membrane contre le matériau de greffe et garantir qu'il ne va pas se déplacer et qu'il va rester pendant toute la phase où il est censé être remplacé progressivement par de l'os autogène.
c'est le contrôle post-opératoire immédiat radiologique, et le cas avant et après. Donc, après la cicatrisation, vous voyez ici des petites particules qui continuent de sortir. Donc, généralement, lorsqu'il n'y a pas d'infection, tout va bien. Donc, ça, c'est après 6 mois. Vous voyez, 6 ou 9 mois, je ne me rappelle plus pour ce cas-là. Donc, la reconstruction a été très importante et elle est, disons, elle est très bien pour ce patient-là, chez qui on avait demandé de tailler les dents de canine à canine pour faire un bridge parce que il n'y a pas suffisamment d'os pour mettre les implants. Donc, c'est une technique qui est, voilà, le contrôle radio. On voit bien les particules d'os autour de la partie cervicale des implants. Donc, c'est un cas qui marche très bien. Voilà, contrôle scanner après. On voit bien la partie reconstituant vestibulaire de ces implants. On va le voir un peu plus en détail ici. La partie vestibulaire très importante qui a été reconstituée autour de ces implants en vestibulaire. Et il va être, bien sûr, progressivement remplacé par de l'os autogène avec le temps chez le patient. Donc, je passe à un deuxième cas pour encore expliquer mieux mes propos. Ça, c'est un cas de reconstitution postérieure au niveau maxillaire qui va être, donc vous voyez ça pour d'une PAP, et qui est à la limite entre l'expansion, technique d'expansion, et la technique de greffe par apposition ou bien ce qu'on appelle la sausage technique. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est que la sausage technique qui est préconisée décrite par Urban, qui est très très intéressante. C'est une technique qui va permettre de reconstituer horizontalement une crête qui a ses caractéristiques. Donc, quand vous êtes dans ce type de crête, vous êtes, si vous voulez, entre la technique d'expansion et la greffe par apposition. On est entre les deux. Ce qui est plus favorable dans ce cas de cette patiente, c'est que c'est un os qui est très spongieux, qui va permettre de cliver la crête, associé à une petite élévation de sinus au niveau postérieur, on va le voir. Donc, on va voir ici la petite vidéo. Bon, vous voyez, bon, ça va être rapide. Donc, on est en train de cliver cette partie de la crête. Donc, après le passage de la piezo, qui va faire une saignée vestibulaire, on va essayer de séparer les deux crêtes. Donc, vous avez vu sur le premier cas, c'était des tournevis, des expanseurs. Là, dans ce cas-là, c'est un clivage de crête. Le clivage de crête va consister à séparer la crête, la table vestibulaire de la table. Voilà, donc ça utilise des ciseaux droits que vous allez progressivement écarter. Donc vous faites aider par les expanseurs qu'on vient de voir tout à l'heure. Et j'arrête la vidéo ici pour expliquer. Donc l'expanseur qui va maintenir la table externe, et vous travaillez la partie apicale pour commencer à mettre vos implants. Donc, il est question de mettre 4 implants ici, 2 implants, plus une petite élévation de sinus à la fin. Donc, je reprends ici. Voilà, une fois expansé, on pose les implants. Donc, vous voyez que la crête, elle éclate un petit peu par endroits, et ça, c'est la partie postérieure qui va être élevée par voie crestale. Donc là, en plus de ce clivage, je reviens, parce que là, pardon, je vais revenir légèrement en arrière pour expliquer ce que je vais expliquer. Là. Voilà. Non, je ne vais pas revenir à l'arrière. Voilà, je reviens à l'arrière pour montrer ça. Élévation de sinus, c'est pas ce que je vais montrer, mais plutôt
l'apport de matériaux. Ça aussi, c'est matériaux alloplastiques, donc c'est d'origine humaine, qui a d'excellentes caractéristiques, comme je l'ai expliqué, qui va reconstituer la partie externe et renforcer, bien sûr, remplir les interstices entre les deux tables qui sont clivées dans ce cas. Après, protection avec une membrane de collagène et les sutures périostées qui vont stabiliser cette membrane. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle le sausage technique. Donc, c'est une stabilisation de la membrane qui est très importante. C'est donc suture en deux plans. Un premier plan qui va stabiliser la membrane et un deuxième plan qui va plaquer la fibromuqueuse sur donc le site greffé. Résultat, donc ça, j'utilise ce matériau-là donc pour faire la publicité à personne. Et contrôle radio post-op immédiat et contrôle scanner post-opératoire immédiat. Donc là, là c'est le cas après cicatrisation, cas initial. Malheureusement, sur ce cas-là, il y a eu une déhiscence, ouverture de la plaie parce que la patiente a porté quand même la prothèse adjointe pendant la phase de cicatrisation initiale et on a perdu un petit peu de hauteur sur cet implant. Donc, cicatrisation et mise en place, donc on voit avant et après, on a gagné pas mal d'épaisseur par cette technique. Là, le cas terminé en vestibulaire. Je pense que je vais rapidement sur les cas. On est déjà à 1h15. Je vais rapidement passer sur les greffes de bloc. Là, c'est un troisième cas de crête très résorbée, donc au niveau antérieur, où le prélèvement s'est fait au niveau montagneux en même temps qu'une ramique, la ligne oblique externe, en même temps que l'extraction d'une dent de sagesse, pose du greffon au niveau vestibulaire et fermeture. Je vais expliquer très rapidement certaines caractéristiques de ces blocs. C'est qu'il y a une résorption qui est de l'ordre de 20 à 30% vestibulaire. C'est pour ça qu'on voit les vis à travers, donc après cicatrisation, ici de 6 mois, de 5 à 6 mois. Et je rappelle une chose, c'est que la résorption de greffon peut être réduite par l'ajout d'un substitut osseux au-dessus du bloc greffé. C'est-à-dire qu'on va aider ce greffon-là avec du matériau soit synthétique ou du bio-os ou encore de l'os d'origine humaine qu'on va mettre aux alentours pour déjà donner un bon galbe au greffon et protéger un petit peu ce greffon de la résorption. Ça, c'est à la réentrée. Donc, vous voyez que la vis, elle atteste. Parce que, généralement, quand on la pose, elle est en ras de l'os, même elle est vraiment au ras, elle est en dessous de l'épaisseur de l'os. Et là, bien sûr, il y a eu résorption, un petit peu de résorption, mais qui n'a pas empêché de mettre en place les implants. Et vous voyez les caractéristiques de ce type de greffe, c'est qu'elle se combine parfaitement au bout de 6 mois au site receveur et elle saigne parfaitement, ce qui signe donc le succès de la greffe. Ici, la pose des implants, comme je l'ai déjà expliqué un petit peu, ça peut entraîner un petit clivage qui n'est pas dangereux puisque la greffe reste attachée par ailleurs. Si les vis sont dans le trajet des implants, on les enlève. S'ils sont sur le côté, on les laisse justement jusqu'à ce qu'on place les implants et on les enlève par la suite pour éviter donc ce soulèvement du greffon. Cicatrisation, donc on intend donc cicatrisation et cicatrisation après pose des provisoires et mise en charge des implants. Ça, c'est les radios à 6 mois d'intervalle et le cas avant et après. Donc, c'est un cas qui a maintenant plus de 12 ans d'existence et il est très constant.
Donc là, c'est la pose. Donc vous voyez que la papille n'est pas encore complètement reconstituée. Et ça, c'est à 6 mois plus tard, pardon, 6 mois plus tard où les papilles reviennent à leur place. Un autre cas de greffe au niveau latéral, combiné, donc on a un gros défaut horizontal. Donc on le voit ici à l'étude au niveau du modèle d'étude et qui va être, non, ça c'est pas, excusez-moi, et ça c'est un autre cas au niveau antérieur, je ne vais pas trop en parler pour aller plus vite. Donc 2 greffons et on a mis en place, ce que vous ne verrez pas sur la diapo, des matériaux à côté sans membrane et qui vont un petit peu reconstituer le gap. Ça, bon, excusez-moi, je ne vais pas parler de ce cas rapidement pour laisser le temps à l'autre. Voilà. Donc, je reviens à ce cas-là. Donc, 5 mois plus tard, vous voyez qu'il y a eu un peu moins de résorption que le cas de tout à l'heure, mais on a par contre une parfaite reconstitution de la convexité de la crête à ce niveau-là qui nous a permis de mettre les 2 implants. Donc, il y a un espace très restreint au niveau mésio-distal pour poser les 2 implants et mise en place des couronnes, ce qui était impossible à faire si on n'avait pas fait cette greffe. Alors, j'arrive aux édentements complexes. Malheureusement, j'ai consommé pratiquement tout mon temps sur les fondamentales, mais bon, c'est des cas de reconstitution qu'on appelle en enveloppe ou 3D, avec bien sûr une paroi osseuse qui est remplie au milieu. Ça, c'est un cas très ancien que j'avais fait avec le professeur Kadiri avec un prélèvement extra-buccal, donc pariétal, et on remplit le vide entre les plaques osseuses avec des particules d'os autogènes. Maintenant, on sait qu'il vaut mieux, pour avoir un meilleur volume, de combler cet espace avec un mélange 50% d'os autogènes, de particules, 50% de bios. C'est mieux parce que ça nous permet de faire beaucoup plus de, si vous voulez, de volume. Ça, c'est cicatrisation après et la reconstruction de la partie vestibulaire qui était verticale et horizontale. Je rappelle le cas. Ça, c'est le cas avant et ça, c'est le cas après où on a reconstitué verticalement, horizontalement la crête. Un cas très intéressant aussi au niveau antérieur où on a une canine incluse ici. Après, bien sûr, extraction de la canine incluse, on se retrouve avec un gouffre, donc une grosse perte osseuse. Et là, je vais vous montrer l'utilisation des blocs osseux d'origine humaine qui sont conditionnés donc dans des boîtes, donc qui sont maintenant disponibles au Maroc. Si vous voulez éviter donc le prélèvement au niveau ramique ou mentonnier ou intrabuccal, c'est-à-dire avoir 2 sites, parce qu'il faut rappeler, comme je l'ai dit au départ, c'est des interventions qui peuvent être plus ou moins longues en fonction du prélèvement. Donc, vous rajoutez au temps du prélèvement le temps de la greffe. Et si vous êtes en plus dans un contexte comme ça où vous devez aussi extraire une canine, une grosse canine incluse, vous vous retrouvez avec beaucoup de temps. Donc, dans ce cas-là, il faut faut se mettre à la place du patient. Vous serez obligé quand même de faire ça sous anesthésie générale pour certains cas. Donc, pour éviter cet écueil, en fait, du site donneur, même si on dit que, bien sûr, le greffon d'origine humaine autologue est ce qu'il y a de mieux, mais parfois, on est quand même un petit peu limité. Donc, là, je vais utiliser un greffon. Vous voyez ici que, bon, il est conditionné en boîte, comme ça, stérile, bien sûr, sous une forme qui est standardisée. Vous avez à peu près, je pense, 10 ou 15 mm pour 20 mm ici, et donc à peu près 2 cm qui nous permettent d'avoir des petits morceaux. Vous allez couper, le mieux sera avec la piezo ou avec le disque sous irrigation pour ne pas chauffer l'os. C'est un os qui est corticospongieux. Donc, c'est comme si vous le prélevez au niveau de votre patient, sauf que vous l'avez ici en banque
donc qui lui permettra. Donc, là, c'est la prise d'un gabarit pour savoir de combien je dispose, j'ai besoin au niveau de l'os que je vais poser ici. Donc, ça, c'est un cas où on va reconstituer cette crête qui est très, très mince ici, en même temps que la perte osseuse qui est occasionnée par l'extraction de la canine incluse. Donc là, c'est une reconstitution en 3D, donc avec le bloc osseux d'origine humaine ici. Euh, il y a une seule marque qui existe au Maroc, donc je peux la citer, c'est l'Alodine. Et donc, c'est un matériau qui est très intéressant. Il est travaillé de la même manière qu'on travaille un bloc osseux prélevé sur le patient lui-même. Refaçonné en fonction du site receveur et vissé bien sûr par des vis assez longues pour bien le transfixer à la crête existante. L'autre côté qui est très mince ici, on va mettre l'autre morceau qui va bien sûr être transfixé par une vis qui est stabilisée. Bien sûr, vous voyez ce qu'on ne faisait pas avant, toutes les interstices qui restent, qu'on ne peut pas combler avec ce greffon et qu'on va combler avec le matériau. Donc, c'est cette patiente, entre parenthèses, et extraction-implantation immédiate de part et d'autre. Ça, c'est au niveau de la 13 et ça, c'est au niveau de la 23, en même temps que la greffe. Donc, on a combiné tout ça, l'extraction, implantation dans la même séance. Comblement par le matériau pour potentialiser un petit peu le greffon et pour le protéger, mais aussi pour reconstituer le galbe. Et voilà le déroulement de l'intervention. Donc, on reconstitue la partie avec avec ça, c'est un matériau alloplastique, donc c'est des particules d'os d'origine humaine et fermeture étanche. Comme vous voyez ici, j'ai pas utilisé de membrane. Je pense qu'avec ce type de matériaux, on n'en a pas tellement besoin. Donc, à voir. Donc, je suis en train d'expérimenter ce matériau et pour ce cas-là, donc, on n'a pas encore utilisé de membrane. Alors, la contrôle radio post-op à 6 mois, donc on voit que le greffon est resté stable, donc on a reconstitué un petit peu la greffe et surtout on a évité l'effondrement de cette crête après ces extractions-là. Donc on aurait été un petit peu plus embêté si on n'avait pas fait ces greffes extemporanées. Donc contrôle 6 mois cicatrisation et là on va faire le deuxième temps à la fois pour découvrir deux implants qui sont en position 13 et 23. Voilà. Et en même temps, pour enlever les vis d'ostéosynthèse, vous vous rappelez du cas à l'instant, donc il y a une recombinaison complète et parfaite de cet os-là par rapport au site receveur. Donc on a une reconstitution de la crête qui nous permet de poser, là excusez-moi, c'est le deuxième temps qui est fait en même temps sur les deux implants qui sont déjà posés préalablement avec l'extraction des deux canines. Et là, les deux implants qui sont posés, qui auraient été impossibles à poser si on avait gardé cette crête telle quelle. Donc, c'est une greffe qui marche très, très, très bien. Et donc, par la preuve, bon, ici, après la pose, c'était tellement solide, stabilité primaire excellente, qu'on a mis en un seul temps. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de réenfouir les implants dans ce cas, contrôle post-op radiopanoramique et contrôle de la cicatrisation après quelques semaines. On a utilisé les deux implants pour donner un peu plus de confort à la patiente avec un bridge provisoire. Ces deux implants sont restés un petit peu à l'écart, donc laissés cicatriser pendant encore 3 mois. Donc, on voit par comparaison, si vous voulez, la situation avant et la situation après de cette crête qui est bien reconstituée par ces greffons d'origine humaine et particules d'origine humaine. Ça peut être une bonne alternative pour certains de vos cas. Il ne faut pas l'utiliser. Par contre, je vais aborder les xénogreffes et donc je vais tout de suite être direct par rapport à ça. Il ne reste pas beaucoup de temps. Ces greffons, donc ces petits morceaux d'os de sucre, on va dire, qui sont de l'os spongieux
d'origine bovine. Il y en a qui sont d'origine équine ici aussi au Maroc. Bon, je crois avoir essayé une seule fois, mais le fait d'avoir utilisé ces blocs m'a tout de suite refroidi. J'ai eu des cas qui ont très très bien marché, mais par contre, dès un deuxième cas d'échec, j'ai arrêté cette utilisation. Alors, je vous explique pourquoi. Ça, c'est un cas à travers ce cas-là. Donc, vous voyez, c'est un cas qui est très, très, très mince, mais qui est très favorable à la greffe puisqu'il est en concavité. Donc, on a beaucoup de murs osseux qui vont nous permettre, donc j'ai pensé, nous permettre de reconstituer l'os. Donc, j'ai pensé que l'utilisation de ces greffons-là, qui est préconisée par disons, par le fabricant, et qu'il faut qu'ils soient remplis de sang lors de leur pose, que j'ai parfaitement respecté, donner du galbe à ces morceaux de sucre, si vous voulez, et puis, bien sûr, je les ai stabilisés avec des vis. Alors, première constatation, c'est que les vis les éclatent tout de suite. Ils les éclatent et ils sont pas stables avec les vis. Donc, vous utilisez les vis d'ostéosynthèse avec vraiment beaucoup de précautions parce que vous pouvez éclater. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, même lorsqu'ils sont parfaitement imbibés comme ça, j'ai utilisé des membranes collagènes que j'ai stabilisées, etc. Mais il y a un problème fondamental, c'est que la quantité, si vous voulez, l'épaisseur de l'os qui va être, n'oublions pas que cet os-là, il doit faire son ostéogenèse, l'angiogénèse, c'est-à-dire la revascularisation, etc. Et pour peu bien sûr, qu'il y ait un problème, cette vascularisation qui doit se faire dans les premières semaines ne se fait pas et donc vous vous retrouvez avec, je vous montrer de gros, pardon, je vais vous montrer rapidement ça, de gros problèmes, c'est-à-dire que malgré ça, il y a une fenestration et donc les deux greffons ont été perdus. Donc là, on se retrouve avec une catastrophe. Je pense que c'est des cas, ces matériaux-là, même si les étudiants, disons les fabricants les préconisent en greffe en lait, il faut absolument les bannir de votre pratique. Même si moi, par exemple, je peux vous montrer des cas où que ça a très très bien marché dans certains cas, mais c'est selon mon expérience, j'en ai fait pas mal, j'ai eu beaucoup de problèmes. Soit qu'il y ait une fonte très importante de ces greffons, ou bien échec et mat dans ces cas-là, c'est-à-dire ça se découvre très rapidement et ça marche pas très bien. Donc pour moi, c'est contre-indiqué pour les reconstructions de crête en apposition. Je ne vois pas, si vous voulez, d'autres utilisations possibles pour ce genre de greffe. Donc, pardon. Là, je crois que je vais terminer avec ce cas-là. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, j'ai perdu un cas entre-temps. Mais j'ai terminé avec ce cas-là qui j'ai expliqué que le sinus, au lieu que ça soit un obstacle maintenant, ça peut constituer une opportunité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est lorsque vous avez de gros sinus comme ça, immenses, qui prennent pratiquement toute l'arcade sauf la partie antérieure. Vous voyez ici un sinus qui est très important ici et ça peut constituer un obstacle. Alors ce patient-là, en l'occurrence, vous voyez la partie antérieure, on n'a pratiquement pas d'os, rien. Là, on est au niveau du canal palatin, rétro-incisif, pardon, et on n'a pratiquement pas d'os. Alors, ce patient-là, en l'occurrence, est resté 10 ans en train de chercher une solution. Donc, il avait vu, même à Paris, etc., et on lui a dit, pour l'instant, les techniques ne permettent pas de greffer. Alors, plutôt que de vouloir greffer en épaisseur, en verticale, ce qui est tout à fait, disons, possible maintenant avec les techniques qu'on maîtrise maintenant. Généralement donc avec membrane, etc. Mais c'est pour ça que je dis, au lieu que ces deux sinus soient des obstacles, dans ce cas-là, de ce patient-là, c'est devenu une opportunité parce que
Et il s'agit en fait de sinus qui sont très attendus dans son cas. Et je les ai utilisés donc simultanément. Donc c'est la question sinus obstacle opportunité. Pour ce cas-là, c'est une grosse opportunité parce que je vais passer sur l'étude. Je vous montre juste le cas de son cas. Donc on avait mis en condition neuromusculaire et cytique pour d'une prothèse totale, très important. Et les deux sinus ont été greffés en même temps. Donc, les deux sinus avec 4 implants de part et d'autre, on a évité la zone antérieure. Soit que, en se disant au départ dans notre plan de traitement, soit que on va revenir au secteur antérieur pour le greffer plus tard, ou bien si les 4 implants prennent bien et que on n'a pas de problème au niveau antérieur, on va se passer de la greffe. Donc, c'était notre contrat avec ce patient-là. Donc, ça correspond en fait, je vais vous dire dans ce cas-là, à une reconstruction verticale, mais à l'envers, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez mettre des implants et vous allez reconstituer verticalement au niveau des sinus. Donc là, il y a eu, vous voyez, les implants qui sont posés sur le 1 mm d'os qui sont simultanément à la pose d'un matériau alloplastique. Ici, c'était du bêta-TCP sous forme d'éponge de chez Biomap, mais malheureusement, ce matériau n'existe plus au Maroc ni en France en vente, et qui permet de faire très vite les élévations, le comblement sinusien. Donc, les 4 implants de part et d'autre sont posés, donc jusqu'au niveau des canines. Là, simultanément, donc, sous anesthésie locale de part et d'autre. Et là, c'est la cicatrisation après 6 mois. Donc, bien sûr, avec aucune possibilité de mise en charge immédiate dans ce cas-là, parce qu'on va laisser mûrir et cicatriser tout ça. Après cicatrisation, vous voyez que là, la partie osseuse est reconstituée autour de ces implants-là, les 4 implants, et donc qui ont été découverts. On a le dernier implant, c'est au niveau des canines. Donc, on a la partie latérale, droite et gauche, qui s'est complètement reconstituée et, bien sûr, capable de soutenir un bridge complet. Malheureusement, dans ce cas-là, et c'est le seul inconvénient, disons, prothétique, c'est que le bridge va être obligatoirement monolithique. Monolithique et peut-être vissé ou scellé. Dans ce cas-là, on avait choisi de le faire en scellé. Donc, avec les inconvénients qu'on connaît pour ce type de bridge, c'est donc 6 mois plus tard, donc c'est parfaitement bien cicatrisé. Et là, c'est le bridge complet qui est en monolithique, donc avec l'inconvénient que je dis, c'est la partie antérieure qui va être suspendue à la partie postérieure. Donc, ça nous oblige à aller jusqu'en arrière d'une seule armature. Donc, soit scellé dans ce cas-là, comme c'est le cas ici, ou vissé. Le vissage me paraît encore meilleur pour ces indications-là. Seul bémol, c'est que vous avez besoin de fausses gencives pour reconstituer toute la partie verticale. Donc, le contrôle post-opératoire, un an post-op, était venu parce qu'il y avait un décèlement du bridge à ce niveau-là et ce niveau-là. Et donc, on est... il y a un décalage. Non, c'est bon. Je crois que c'est bon. Donc, fausse gencive vestibulaire donc, pour reconstituer la partie verticale. Il est hors de question de raccourcir les dents parce qu'il s'agit de reconstituer la dimension verticale chez ce patient-là qui est parfaitement reconstitué ici. Et donc, à partir du cas où c'était vraiment un obstacle, je rappelle ce cas-là, c'était vraiment un obstacle à la pose d'implants et donc à la reconstitution. Vous pouvez imaginer, bien sûr, retourner sur la partie antérieure et greffer si la technique vous le permet. Mais c'est un cas qui peut être parfaitement bien constitué, bien réhabilité. Je pense que je vais terminer, même si j'ai d'autres cas intéressants à vous soumettre, mais bon, je crois que le message est passé. Pour ce genre de greffe
il faut dire bon, qu'il y a des complications. On n'a pas le temps dans ce webinaire de voir toutes les complications. Je vous ai montré une ou deux. Mais généralement, si la partie est maîtrisée, vous avez de grandes chances de succès. Il faut bien sûr souligner qu'il y a une formation à faire pour ce genre de reconstitution, que ce soit même la régénération de base, parce que malheureusement, d'après mon expérience, ce que je vois aussi dans certains YouTube ou même des webinars, des choses qui sont concernant la régénération osseuse post-extractionnelle ou même régénération osseuse tout court, qui sont du domaine de l'aberration. Il faut quand même avoir certains fondamentaux bien en tête et se former. Bien sûr, c'est ce que font maintenant les confrères, se former pour éviter toutes les complications. Bien sûr, on gagne énormément à profiter de l'expérience de ceux qui ont fait avant. C'est pour ça qu'on communique avec les autres et on s'échange nos expériences pour vraiment faire éviter à nos patients des complications qui sont complètement inutiles, qui peuvent être parfaitement maîtrisées. Alors, j'ai parlé de complications très rapidement pour conclure. On a 12 à 26% pour l'augmentation en un seul temps, soit parce qu'il y a des déhiscences des tissus mous, des infections de plaies ou les expansions de membranes. Alors, ce diapositive a été, je l'avais faite il y a longtemps, et j'avais mis plus fréquente avec les PTE, en me basant tout simplement sur les études scientifiques à disposition. Alors maintenant, j'ai complètement changé d'avis par rapport à ça, parce que c'est ces membranes des PTFE, c'est donc les membranes en téflon. Il y a les expansés, il y a les denses, et maintenant les expansés ont été abandonnés, ils sont plus sur le marché. Maintenant, il y a les denses, les PTFE denses qui sont excellentes, c'est tout simplement leur utilisation qui n'est pas adéquate. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un taux d'échec beaucoup plus important avec les IPTFE et contrairement aux autres matériaux, de l'ordre de 43 pour 5% pour les matériaux non excusez-moi, on m'a distrait un peu. Je dis 43% pour les non résorbables selon la littérature, pour 5% pour les autres matériaux non résorbables, résorbables, j'ai inversé. Mais ces études-là, ils vont sûrement être remises en question parce que et là, j'ai pas parlé des techniques d'augmentation verticale. J'ai montré une petite diapo au départ avec la membrane non résorbable renforcée au titane et qui est maintenant bien codifiée en fonction, selon les études de Urban, que je vous invite à voir cet auteur-là avec toutes les techniques. Vous pouvez le voir sur YouTube ou selon les publications qu'il publie depuis maintenant presque 20 ans et qui montrent des augmentations verticales et horizontales. Verticales avec les membranes non résorbables renforcées et un mélange 50% os humain, os bio-os, qui montrent des cas spectaculaires d'augmentation verticale et horizontale avec la sausage technique. Et je vous invite à vous former là-dessus. C'est quelque chose d'excellent qui permet même de court-circuiter pas mal de techniques que je viens de vous montrer, comme les greffes d'apposition. Donc, les choses évoluent énormément et il faut vraiment se former, et se documenter, et échanger avec les autres pour voir les choses qui évoluent. Et donc, c'est toujours pour le bénéfice des patients qui vraiment souffrent lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir des implants ou bien on n'arrive pas à restaurer de manière à réhabiliter au niveau esthétique. La même chose pour le dernier point ici, il y a plus de complications pour les augmentations verticales que les horizontales.
Donc, en fonction des greffons pris en intrabuccal qui ont meilleur succès que les greffes d'os iliaques. Donc, j'ai pas eu le temps de développer tous ces paramètres, mais bon, on a eu un petit survol, si vous voulez, de tout ça. Je vous invite enfin à consulter certains bouquins qui sont très intéressants. Le premier, c'est celui de Khoury qui a été publié il y a une dizaine d'années, Greffe osseuse en implantologie, où il explique la technique en 3D, qui est une technique qui est très très intéressante, très fiable. Bien sûr, les publications de l'ITI sur les traitements implantaires dans le secteur esthétique et la posture d'augmentation de la crête alvéolaire, où vous avez la classification. Et en dernier, et pas le dernier, celui d'Isvan Urban, l'augmentation verticale horizontale des crêtes et une nouvelle perspective. Vous allez voir vraiment des choses extraordinaires. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je vous ai montré certains trucs intéressants pour votre pratique et je suis disposé à répondre à vos questions. Alors, je vais voir les questions. Je crois qu'il faut... Je vais demander à mon modérateur, docteur. Le docteur, je ne sais pas quoi faire maintenant. Est-ce que je dois répondre aux questions ou me mettre directement en live? C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent voir? Je vais demander à mon petit assistant, qui est mon fils, ici, de faire le nécessaire en attendant que je lis vos questions. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Je suis en train de lire les questions pour voir. Alors, je vais y aller. Alors, je lis le message de bonsoir. Non, mais c'est bon. Oui.